commencer ce panel Digital Banking and FinTech. On espère être rejoint par M. Norman Schrappel de la GIZ, directeur programme transformation digitale à la GIZ. Comme je les ai présentés, je vais les présenter de nouveau. Donc, à ma droite, Mme Bouthaina Benyarlen, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Tunisie. Ensuite, juste à côté d'elle, M. Ali Abataïb, directeur général de Smart Capital. Au milieu, enfin, ça dépend comment on voit les choses, parce qu'il y a assez Ali à ce moment-là au milieu. Donc, voilà, là, tu redeviens au milieu. On arrive avec l'arrivée de M. Norman Schrappel, pile poil au milieu. Donc, M. Ayman Mtim, directeur de l'OAT. Juste à l'extrémité pour l'instant, donc c'est Amor Bouzaweda, directeur général de l'API, de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Et last but not least, M. Norman Schrappel, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Il arrive pile poil quand je le présente. Donc le plus important, c'est qu'il est là, M. Norman Schrappel, et c'est très important la présence de la GIZ dans ce panel, avec pas mal de projets qui ont été menés en post-Covid justement et en accompagnement, mais également dans tous ces efforts de transformation digitale. Alors, je vais commencer peut-être, tiens, avec vous, c'est Alay Abataïb. On va commencer avec la partie Smart Capital. Pardon ? Smart Capital, oui, oui. Smart Capital, c'est ce que j'ai dit. Alors, justement, vous, comment vous voyez votre rôle dans tout cet accompagnement ? On sait que vous venez de lancer le premier fonds de fonds, donc Anava, etc. Donc, il y a tous ces efforts d'accompagner cette transformation digitale avec le Startup Act. Vous êtes aujourd'hui l'opérateur du Startup Act dans notre pays. Donc, on sait que cet écosystème d'innovation a été le premier soutien lors de cette crise Covid à l'innovation et même à l'État. Donc, comment vous voyez votre rôle ? Merci, Wassim. En fait, comme vous le savez, donc, Smart Capital, elle vient de lancer le fonds de fonds Anava. C'est un fonds qui va effectivement booster l'écosystème des venture capital et de start-up. Actuellement, actuellement, Startup Act, comme vous le savez, donc, il est en train d'avancer à pas sûr, avec pratiquement 520 start-up labellisées aujourd'hui. Ces start-up ont besoin de financement. Et bien, le fonds de fonds Anava, il a été créé pour créer pratiquement 16 fonds d'investissement, 8 fonds dans la phase de seed, 5 dans la phase de early et 3 dans la phase de late. Donc ces fonds-là vont suivre la croissance un peu de ces startups qui ont besoin de financement. C'est vrai que Startup Act est en train de créer une dynamique de façon à identifier les startups qui peuvent effectivement donner des solutions à une économie qui se veut digitale. Mais le fonds de fonds Anava, avec ces mécanismes qui sont en cours actuellement d'être mis en place à travers le fonds qui a été lancé, comme vous le savez, donc le 23 mars, et avec tous les mécanismes actuellement qui sont en train d'être réalisés. Donc moi je dis qu'avec cette dynamique extraordinaire qu'on est en train de voir, et avec les mécanismes de financement qui vont être mis en place, il va y avoir beaucoup de startups qui vont être créées, et qu'on espère bien sûr à travers les startups qui sont en cours d'être créées, d'avoir une licorne qui va changer un peu le mindset en Tunisie, et c'est avec ce changement de mindset en Tunisie qu'on pourrait éventuellement voir une nouvelle culture se développer dans ce sens-là. En fait, Startup Act, il a déjà créé une induction à travers aujourd'hui, comme vous l'avez, Creative Act, qui va toucher aussi le secteur de la culture, avec Diaspora Mobilization Act aussi, qui va aussi essayer de mobiliser la diaspora pour pouvoir appuyer et continuer un peu le financement des startups. En fait, il n'y a pas d'interdiction pour que les fonds qui vont être créés pourraient être spécialisés dans tel ou tel secteur, fintech, agritech, etc., pour pouvoir effectivement accompagner l'économie tunisienne et la digitalisation de l'économie tunisienne. Donc, je crois que le fonds de fonds Anava et on va contribuer donc de cette manière-là donc à aider à la digitalisation de l'économie en général. Et je reviens alors du côté de la CDC. Vous, comment vous voyez votre rôle ? C'est assez complémentaire, bien évidemment. Bonjour. Aslema, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les présents, les présentes dans cette salle, mais aussi ceux qui nous suivent à travers la plateforme.
Donc, effectivement, en continuité à ce que venait de dire Serley, en fait, la CDC avait un rôle primordial dans tout ce qui est économie digitale et notamment sur l'innovation et les startups, du moment où on était mandaté depuis fin 2017 à assurer tout le levier de financement. Comme vous le savez, il y avait une stratégie nationale de l'innovation et des startups qui se repose sur des piliers. Le pilier réglementaire Startup Act, ce n'est qu'un seul pilier qui a boosté, qui a fait de sorte aujourd'hui qu'on a plus de 500 startups labellisées. Ça nous a donné la primauté que la Tunisie soit le premier pays qui est doté d'une loi, d'un Startup Act, donc dédié spécialement pour les startups. Et la deuxième composante, le deuxième levier qui est le financement, et dont la CDC a joué un rôle primordial, notamment pour la levée de fonds. Et aujourd'hui, le fonds de fonds ANAVA, qui est lancé le 23 mars 2021, c'est la CDC qui a souscrit la première tranche, 40 millions d'euros, c'est à peu près 130 millions de dinars. Et c'est une gestion d'un prêt de la Banque mondiale suite à la collaboration, suite à la coopération qu'on a eue avec la Banque mondiale. Et on va voir très prochainement la deuxième partie qui venait de notre aussi partenaire, KfW et l'Union européenne, 35 millions d'euros, j'espère bien avant fin juin 2021, et ça va faire l'objet que le premier closing serait de 75 millions d'euros, qui est beaucoup de ressources financières pour les startups. Et je pense que cette stratégie globale qui est composée de la partie loi, Startup Act, la partie fonds de fonds ANAVA, qui est également le premier fonds de fonds en Tunisie et sur le continent africain. Et il y a une troisième composante aussi importante qui est l'écosystème. Parce qu'on peut avoir une loi, on peut avoir beaucoup de ressources, mais si on n'a pas l'écosystème qui fait de sorte qu'il y ait un certain dynamisme, qu'il y ait de sorte qu'il y ait les incubateurs, les structures d'accompagnement pour ces startups, je pense si on allait réussir, et moi je suis très optimiste par rapport à ce projet très important pour la Tunisie, je pense que cette stratégie globale qui est portée par une task force du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Et là, je pense que c'est cette économie numérique, c'est cette transition numérique qui est basée sur l'innovation, sur les startups, fera que la Tunisie aura un avenir meilleur. Ça, je n'en doute pas. Le rôle de la CDC était principalement sur le levier financement. Bien entendu, ça c'est côté start-up. Mais si vous voulez qu'on parle un peu plus sur les PME, notamment dans la situation sanitaire qui est là à cause du Covid. Alors, moi, j'aimerais bien que vous en parliez. Ça me permettra de rebondir tout de suite après avec vous, M. Amour Bouzaouedaoui, si vous pouvez nous parler d'accompagnement spécifique au PME. Effectivement, j'allais être très brève. Vous savez, le contexte économique en Tunisie, il est assez difficile. Ajouter à cela la situation sanitaire du Covid a fait de sorte que la CDC, la Caisse de dépôt et consignation, en tant qu'établissement public, en tant qu'établissement responsable et engagé, depuis le 17 mars 2020, on a donné des initiatives pour les PME. Parce qu'on voyait déjà que le problème de cette crise sanitaire, ce n'est pas un problème momentané, et puis les répercussions vont être dans le temps.
Et donc, du coup, nous, en tant qu'investisseurs de long terme, on est appelé à trouver des solutions pérennes, des solutions qui peuvent être durables. Et du coup, on a proposé des mécanismes de financement pour les PME, notamment dans un contexte post-Covid. Ces mécanismes-là, on les a structurés, on a fait toute la partie structuration de ces mécanismes-là et on a mis en place le fonds, l'initiative Aspire pour les PME en restructuration. Et cette initiative Aspire, dont la taille cible, c'est 100 millions de dinars, aujourd'hui, avant le 31 décembre 2020, on a eu déjà 2 fonds opérationnels, le fonds Inqadh, géré par MAC, et le fonds Murafaq, géré par Zitouna Capital. Donc, c'est très rare de pouvoir structurer un fonds d'investissement en très peu de temps, et ça a été fait, et aujourd'hui, ces 2 fonds sont déjà opérationnels pour les PME en restructuration. Mais on a aussi un autre fonds, un fonds Impact, pour les régions, notamment pour les petits tickets, et c'est en cours de mise en place. Et puis un fonds Empower, également en cours de mise en place, en cours de sélection de la société de gestion. Donc pour vous dire, et le fonds Impact sera géré par notre filiale CDC Gestion, et ces mécanismes-là, d'une taille de 600 millions de dinars, la CDC contribue à 40%. Donc le rôle de la CDC, c'est un rôle d'initiateur de ces mécanismes-là. Bien entendu, ce ne sont pas les seules initiatives qu'on a faites. Je cite à titre d'exemple Jussour Invest. Jussour Invest qui était la première plateforme, la première marketplace qui relie les investisseurs aux PME, et ça a été réalisé en très peu de temps également avec nos partenaires, la Bourse et la TIC, l'Association tunisienne d'investissement en capital, et avec l'appui de l'USAID Tunisia Jobs. Aujourd'hui, cette plateforme est d'un grand intérêt pour les PME, pour les relier aux investisseurs, aux fonds d'investissement, etc. Et puis la troisième chose, et je finis avec ça, c'est que la pandémie nous a appris qu'il fallait trouver des solutions ingénieuses. Et je me rappelle, après la crise, au mois d'avril, on a réalisé une foire virtuelle donc c'était une initiative interministérielle avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de Technologie, le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie, et on a collecté plus d'une centaine d'initiatives qui donnent des solutions pour la crise sanitaire. Et donc tout cela est fait toujours avec la CDC et ses partenaires. Très bien. Alors, je voulais passer du côté de l'API, mais juste 2 secondes. Serley avait demandé la parole pour rebondir, mais vraiment quelques secondes pour qu'on puisse... Absolument. En fait, oui. je vais rebondir un peu sur allez-y. l'ajout de Mme Moufeina. C'est que pour les startups, effectivement, Smart Capital elle a créé un programme SAVE avec le programme Innovi. Tout à fait. Qui a pu effectivement, donc il y a 168 startups qui ont postulé, qui ont été affectées par le Covid, dont 63 ils ont bénéficié un peu de cet appui-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur les 63, il y a 40 qui ont maintenu un peu leurs activités, donc ils n'ont pas disparu en fait, dans le paysage. Il y a 18 qui ont pu recruter, continuer un peu à recruter un peu là, et il y a 3 qui ont pu investir, lever les fonds, continuer donc à investir, et 2 qui ont pu rembourser un peu la subvention qui leur a été accordée. Donc pour cela aussi Smart Capital, pour les startups, donc elle a pu effectivement réagir immédiatement de façon à pouvoir appuyer les startups qui étaient en difficulté à l'époque. Merci. C'est très important ce type de mécanisme, et on sait qu'il y a Flywheel maintenant, etc. Enfin, on va suivre le développement, tout ça. De votre côté, Sermoul Bouzawed, c'est un panel FinTech et un panel donc Digital Banking, et vous êtes le PDG de l'API. Alors, quel est votre apport peut-être en matière d'innovation dans le domaine des finances, et puis quelles sont vos attentes des partenaires, que ce soit des banques classiques ou alors de partenaires financiers tels que présents dans ce panel?
Merci. Bravo, Bienvenue à tous les présents. Et bravo encore une fois à vous et à la GIZ pour le hackathon tout à l'heure. On les a vus, on n'a pas pu vous avoir sur scène et vous y êtes pour grand chose. Bravo. Merci, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'API est une institution et un acteur parmi d'autres qui intervient sur toute la chaîne de valeur entrepreneuriale. À partir de l'idée, bien sûr, l'accompagnement, les formations nécessaires pour avoir un business plan qui peut être présenté pour les instances des institutions de financement, pour demander, rechercher un financement et par la suite aider l'entreprise à démarrer ou ce qu'on appelle le take-up. Et puis rechercher un essor, l'excellence ou la performance. Donc sur toute cette chaîne de valeur où dans le cycle de vie de l'entreprise, on intervient par plusieurs services. Entre autres, le financement n'est qu'une station indispensable et nécessaire et importante, bien sûr, dans la vie de l'entreprise. Au début, on aide les entreprises, et d'ailleurs, ce qui a été fait dans le cadre des hackathons, à travers un coaching pour pitcher et trouver le financement. Par la suite, on doit trouver et chercher des mécanismes de financement. Aujourd'hui, la transformation, la digitalisation ou le TIC joue un rôle important dans la dynamisation de toutes les économies du monde. Et par conséquent, ces nouvelles nations et cette transformation digitale nous a poussé à trouver par exemple un nouveau outil de levée de fonds à travers les plateformes et ce qu'on appelle le crowdfunding ou le financement participatif qui est un nouveau concept qui a été initié par bien sûr l'API en participation avec tous les autres acteurs du pays, tous les ministères, les instances de contrôle et de régulation, les projets de coopération et on a fédéré un projet qui a été couronné par la loi crowdfunding de l'année 2020, publiée en 21 juillet 2020. Aujourd'hui, on est en dernière phase d'élaboration des décrets. On les a préparés, les décrets d'application, pour les 3 modes de financement, que ce soit les dons, l'equity ou les prêts. Les projets sont fin prêts et aujourd'hui, demain au plus tard, seront adressés à la présidence du gouvernement pour être approuvés. C'est un nouveau mécanisme où dans le monde a contribué donc à hauteur de 40% de financement des projets sous forme de dons, à 10% sous forme de equity, participation au capital, et 50% des prêts à travers ce nouveau mode et ce nouveau concept qui va mobiliser peut-être la masse à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet et voilà un nouveau mécanisme de financement par exemple où on a contribué fortement et j'espère le voir, notre rêve, le voir concrétiser définitivement d'ici quelques petits mois ou quelques semaines pour booster un peu l'investissement, pour aider à financer les projets, les PME, surtout que notre tissu économique est composé à plus de 95% de PME. Nous avons des données, les taux de chômage qui dépassent aujourd'hui 18%. Le nombre de diplômés par an s'élève d'une année à l'autre. Donc, nous devons trouver des solutions alternatives pour financer les projets, pour libérer les initiatives tunisiennes, surtout des jeunes, pour créer leurs propres projets. Et tout ça, nous devons participer à la création d'un environnement favorable, un environnement adéquat pour réaliser tout ça et participer à la création de richesses, à absorber le chômage. Et voilà. Alors, j'essaie de jongler avec ces questions qui nous arrivent. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à distance, j'ai un groupe ici même, donc WhatsApp avec les organisateurs, sur lesquels vos questions parviennent. Donc n'hésitez pas à interagir et dire à qui s'adressent vos questions, parce que parfois ça peut être encore plus efficace. Et je vais les transmettre en fin de ce panel.
Je vais passer juste à côté de vous, du côté de Norman Schrappel. Alors, avec votre appui à l'écosystème entrepreneurial, votre écosystème, à l'écosystème d'innovation en Tunisie, je sais que vous appuyez également les fintechs, je sais que votre appui est financier parfois, donc on peut dire même vous êtes un partenaire financier également. D'ailleurs, par exemple, la participation de start-up aujourd'hui, etc. Comment vous voyez le rôle du système financier, déjà pour financer ces projets, mais également sur la digitalisation en soi, à travers des fintech? Aslema, bonjour, merci pour la question. En fait, moi, je veux comprendre avec une observation, peut-être une polémique. Qu'est-ce qu'on doit de financier si on parle économie numérique ou digitalisation? Et moi, je vois au minimum de 3 niveaux ou de 3 aspects différents. Il y a la première, et ça on a vu avec la crise Covid-19, il y a une accélération de business sur tout ce qui est e-commerce ou business at home. Donc il y a pas mal de solutions, des startups, mais aussi de grands groupes qui sont très très pertinentes et qui sont trouvées un nouveau marché. Et ce type de solutions existe en Tunisie, ce type de business existe en Tunisie, et eux, ils ont un problème de scale-up. Donc, ce sont des entreprises qui cherchent un financement pour scale-up très très vite. Et moi, je pense avec le mécanisme qui sont en train de s'installer en Tunisie, le fonds de fonds, le Flyville, etc., il y a certainement l'argent là. Quelque chose qui manque de mon côté, et moi je suis un outsider, donc toujours un externe. Il manque un peu l'argent privé, donc des angels, peut-être aussi des autres capitales, des equity, etc. Et là, on a essayé de travailler aussi sur de nouveaux mécanismes, à part Flyville, par exemple avec un projet avec la bourse pour lister des startups sur un compartiment à la bourse. Nous sommes en train de créer une Business Angel Network, en particulier avec la diaspora, pour assurer à plus de l'argent privé. Il y a un autre niveau, et je pense que ça manque un peu la discussion en Tunisie sur ça, c'est un peu la question sur le PME / l'industrie classique, qui est le backbone de l'économie en Tunisie, et qui a souffert avec la crise Covid-19, et probablement qui va souffrir plus pendant les prochaines années. Et là, il y a une grande opportunité pour moderniser, restructurer, être prêt pour l'avenir avec les chaînes de valeur pour les clients en Europe ou dans l'économie globale. Et là, il manque, moi, je pense, un peu le mécanisme de financement pour assurer cette transition des économies classiques vers une économie classique qui est numérisée ou digitalisée. Donc, des questions Industrie 4.0 ou des questions comment on a des études digitales pour avoir une entreprise plus efficace. C'est aussi une question pour les entreprises même, quand ils vont investir. Et moi, je pense qu'on a besoin de mécanismes qui mettent le fonds ou des investissements des entreprises ou des investisseurs voilà, qui prennent un peu des equity pour investir dans cette transformation. Et pour moi, il y a aussi un troisième niveau. Moi, je dis toujours la transformation digitale ou la technologie, c'est une part. Pour moi, c'est un. Et l'intégration ou l'utilisation de cette technologie, c'est 9. Donc, si on a un investissement de 100 000 dinars pour une technologie, normalement, il faut avoir 900 000 pour utiliser cette technologie. Et ça manque beaucoup de fois. Et il y a voilà, la technologie qui va être fournie, et voici, entreprise, secteur public, utilisée. Mais l'intégration de cette solution, les compétences qui sont nécessaires, la restructuration, etc., là, il manque un investissement. C'est aussi difficile de formuler ce combien et où. Il y a un grand rôle pour les DSI de ma vie, mais aussi pour les DSI de transformer leurs services et de transformer leur rôle dans une entreprise ou dans le secteur public. Et là, il n'y a quasi aucun investissement. Et moi, je pense qu'on doit avoir plus de mécanismes qui aussi ont un focus sur la structure des DSI, les CIO, les CDOs, etc., dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, qui sont en fait les managers pour cette transformation digitale de l'économie.
Alors, j'aimerais revenir du côté de Ayman Mtimet, vous qui travaillez au-delà de vos responsabilités chez Deloitte. Déjà, vous couvrez des dossiers de fintech, enfin d'aspects liés aux finances, aux assurances, mais également de par vos activités dans la société civile. Je pense l'un des programmes en plus sur lequel vous êtes actif a été évoqué tout à l'heure. Alors, comment vous voyez justement le rôle d'appui financier à cet écosystème entrepreneurial du manière générale? Et puis, comment voyez-vous la digitalisation des finances en Tunisie, du financement d'une manière générale? Norman Schrappel a évoqué quelques use cases. Que pouvez-vous nous dire de votre regard de consultant, on va dire? Merci Wassim. Je pense qu'on a vu un grand élan de digitalisation qui a eu lieu en fait sur la période Covid. Et ce qui est intéressant de voir actuellement, c'est qu'il y a vraiment de la capitalisation qui est en train de se faire sur toute cette partie-là. Il y a eu une digitalisation des expériences, par exemple lors des paiements sociaux à un moment donné pendant le confinement, qui ont permis d'ailleurs en fait de servir 400 000 paiements, enfin 400 000 familles avec les aides sociales. C'était très intéressant. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que cet écosystème se consolide avec l'appui d'acteurs comme par exemple la GIZ notamment, pour mettre en place en fait un écosystème pérenne et durable. Donc aujourd'hui, il y a d'autres use cases qui sont à l'étude, par exemple avec le ministère de l'Éducation, avec d'autres ministères, pour se dire finalement quels sont les flux qui vont aller du gouvernement vers le particulier, qu'on va pouvoir digitaliser ces financements-là et qui contribuent très fortement à la réussite en fait de tout ce qui est paiements digitaux, parce que réellement dans toutes les expériences qu'on a vues, si le gouvernement il adopte les paiements digitaux dans les paiements qu'il est en train de faire en fait, généralement c'est un facteur qui améliore la prise en compte. L'autre aspect, il y a eu aussi une accélération des établissements. La Banque centrale elle a commencé à donner un certain nombre d'agréments pour les établissements de paiement, et ça va être un élément clé parce que ça va permettre justement d'accélérer la création de ces établissements-là, d'avoir en fait des fournisseurs pour les paiements digitaux, pour les services financiers, et que progressivement on ait justement en fait une offre de services assez intéressante que les clients vont pouvoir justement adopter. Et puis on voit de plus en plus aujourd'hui de fintech qui soit sont en train en fait de déposer des demandes d'agrément, soit qui sont en train d'œuvrer en fait dans leur champ avec des solutions assez intéressantes. Donc, à mon avis, aujourd'hui, en fait, l'écosystème il est en train de bien se former, de bien s'accélérer. Reste quand même un point très important que parfois, malheureusement, on néglige, c'est l'adoption côté client. Il y a vraiment beaucoup de conduite de changement à faire, d'éducation financière, parce qu'effectivement, malheureusement, les gens ils ne passent pas directement du cash à la monnaie digitale quelque part, de façon très naturelle. Il faut les éduquer, il faut les rassurer, il faut démontrer l'utilité, que c'est aussi facile à utiliser qu'avec du cash. On espère que ça coûtera quasiment aussi peu cher que lorsqu'on utilise le cash, mais avec des avantages en plus, et c'est comme ça qu'on arrive à l'adoption. Alors, j'entame déjà mon dernier tour de panel, je vais l'entamer avec vous, puisque vous avez le micro. Alors, quelles sont les tendances, vous qui parlez souvent de tendances, que ce soit à Deloitte ou voilà, quelles sont les tendances, quelles sont les grosses mutations, les grosses transformations en matière de fintech dans le monde? Aujourd'hui, réellement, les tendances qu'on est en train de voir, il y a deux volets très importants en fait. Il y a un volet interopérabilité, et ça, c'est une tendance globale, et pas interopérabilité uniquement entre les services, mais interopérabilité entre même les différents pays. On voit des initiatives en Afrique, dans le Middle East, où des pays sont interopérables et avec les différents opérateurs de paiement. Ça, c'est un point déjà très crucial. L'autre tendance, comme je le disais, en fait, c'est dans la partie J2P. Ça facilite effectivement le fait d'avoir des wallets et de pouvoir les constituer. Et puis le troisième aspect, c'est tout ce qui est en fait P2J, donc tous les paiements que le particulier pourra faire au gouvernement. Demain, en fait, si en Tunisie, on va pouvoir payer la steak, la sonnette, on va pouvoir payer en fait la vignette de la voiture, etc. Avec ces services-là, ça va faciliter l'adoption. Réellement, c'est ces trois grosses tendances qui sont des accélérateurs pour l'adoption en fait des paiements mobiles et pour la digitalisation des services financiers. Merci, c'est Ayman Mtimet. Alors, je me tourne vers vous, puisqu'on parle financement, c'est Alaa Taïb. Quels sont vos objectifs de financement de start-up et de levée de fonds, vos objectifs de financement de start-up
pour 2021 et vos objectifs également en matière de création de fonds. Et derrière, je vais rebondir avec Madame Bouffet. En fait, cette année, vraiment, on a des objectifs qui sont extrêmement importants. Tout d'abord, réussir la levée de fonds, la deuxième surtout levée de fonds pour le fonds ANAVA. Comme l'avait mentionné Madame Bouffet, donc pour le moment, on a levé 40 millions d'euros à travers un crédit de la Banque mondiale et la souscription de la CDC. Le deuxième objectif, c'est au mois de juin, on espère, avec la KfW et l'Union européenne, on atteint les 75 millions d'euros. On espère bien sûr finaliser un peu l'année par un closing en fait de 200 millions. En fait, j'espère que les choses se passent bien pour pouvoir effectivement le faire. Ça, c'est en termes de fonds. En termes d'investissement, on espère faire en fait au moins 2 investissements dans les Child Funds d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif. D'ici la fin de cette année, on espère vraiment investir dans 2 Child Funds, dans 2 fonds sous-jacents. Actuellement, juste pour votre information, on a un pipe qui est extrêmement garni, avec en fait beaucoup de postulants. Comme vous le savez, en fait, la procédure et les diligences sont vraiment un peu longues pour pouvoir vraiment créer la société de gestion et trouver le partenaire stratégique et aussi avoir l'aval de CMF et tout ça. Donc, ce sont pas des contraintes, mais ce sont des procédures qu'il faut respecter. Il faut donner le temps, comme on le dit, pour pouvoir effectivement réaliser et achever tout ça. Donc, mais ça, c'est un objectif extrêmement important et on espère, bien sûr, je suis assez optimiste de pouvoir effectivement atteindre d'ici la fin de l'année. Il y a d'autres aussi objectifs, c'est le fonds Innovatech. Alors là, le fonds Innovatech, c'est un excellent mécanisme. Moi, personnellement, je suis extrêmement emballé. C'est un objectif extrêmement noble pour le pays aussi. Il va de pair avec en fait toute la politique de start-up parce que c'est un fonds qui va, qui va cibler la PME, mais pas n'importe quelle PME, la PME innovante. Aujourd'hui, après le Covid, c'est vrai, il y a beaucoup de PME peut-être résilientes et on espère que ces PME résilientes seront aussi des PME innovantes qui peuvent effectivement adopter des nouvelles technologies pour renforcer leur compétitivité et pour aussi contribuer à l'économie digitale. Ici, je rends hommage à un effort extraordinaire que l'Union européenne, mais surtout la GIZ, et Norman, il est là, donc je le félicite, par tout le travail qu'ils sont en train de faire sur l'industrie 4.0, tout ce qui est digitalisation un peu de la PME. Nous nous intéressons énormément à ce programme-là et on considère que le fonds PME peut s'adosser un peu avec tout ce programme-là et on vient en aval de tout un peu l'effort que la GIZ est en train de faire pour digitaliser un peu l'ensemble des PME. Aujourd'hui, ils ont, après pratiquement maintenant 1 année et demie, 2 années de travail, ils ont un pipe de 250 PME qui sont éligibles d'être vraiment digitalisées, etc. Pour nous, ça c'est une excellente nouvelle et on va effectivement aller de l'avant dans cette stratégie-là. Ça, c'est un point. Le deuxième objectif qu'on a, bon, ça c'est pour Innovatech, j'espère qu'on va pouvoir lever le fonds, on va pouvoir effectivement faire au moins un investissement d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un investissement direct dans une PME. Bien sûr, il y a un mécanisme qui est très très important, c'est ce qu'on appelle le CSBS, donc c'est le comité de sélection des bénéficiaires de subventions, parce que toutes les PME identifiées innovantes, ils peuvent bénéficier de $50 000 chacune de dons pour pouvoir effectivement adopter une technologie. Ça, c'est une excellente chose. Ceci est en parallèle avec ce que le fonds Innovatech pourrait effectivement apporter comme investissement pour effectivement ancrer cette technologie et renforcer un peu son assise à l'échelle un peu du marché. Donc ça, ce sont des choses qui vont prendre du temps, mais je suis extrêmement confiant que d'ici, avec l'équipe vraiment qui bosse jour et nuit, d'arriver à ce point-là. Flywheel, bien sûr, et j'en finis avec ça. Flywheel aussi a des objectifs. Donc on a R pour pouvoir financer le POC des startups. Ça nous aide énormément à alimenter le flux des startups labellisées. Et on a aussi R2. R2, donc c'est une autre subvention pour les startups qui sont dans la Death Valley, pour pouvoir effectivement les aider à pouvoir lever la série E du fonds et pour enrichir un peu l'écosystème d'une manière générale des startups. Il y a Deal et Sale, ce sont 2 mécanismes qui sont dédiés pour les structures d'appui, incubateurs, accélérateurs, startup studios, etc., pour pouvoir créer de nouveaux programmes, toujours d'appui à la startup, et Sale pour réussir un peu les programmes existants. Voilà donc les objectifs pour 2021, on espère bien sûr pouvoir les atteindre.
Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Saleh. Il me reste moins que 5 minutes en théorie, je vais essayer d'aller rapidement. Alors rebondir directement avec vous, Madame Hosseina Ben Yarlen. Mais alors je vous emmène sur un terrain peut-être inattendu, enfin entre guillemets, parler de vous, de vous-même. Pas de vous, Hosseina Ben Yarlen, mais de la CDC. Comment vous vous équipez en interne, comment vous menez votre digitalisation pour mieux servir tous ces partenaires justement et appréhender l'avenir sur le court terme. Ayant une noble mission, un engagement, une motivation, c'est l'équipe. Moi, je salue mon équipe qui est là, DSI, communication, capital humain, pôle métier, pôle risque, finance, etc. Donc, effectivement, la CDC, c'est toute une petite équipe, mais qui a un travail et une mission énorme. Donc, face au Covid, on s'est dit comme si on était préparé à cette situation sanitaire. Le 17 mars 2020, on a switché notre travail à 100% télétravail, 100%. Aucune personne dans le siège de la CDC, et on a pu voir que c'était possible. Moi, je vous dis que suite à ça, on a fait des évaluations en interne et on a trouvé qu'on a travaillé beaucoup plus que d'habitude. Je pense qu'avec le Covid, on a appris à s'adapter et donner le plus qu'on a. Et je pense que ça a été déjà, ça nous a donné un prix spécial HR Awards à la fin de l'année. C'était stratégique, d'une façon stratégique et opérationnelle, et je pense que les entreprises aujourd'hui devront être des entreprises résilientes, des institutions résilientes, parce qu'on ne sait plus quel type de situation, parfois assez complexe, et comment se préparer pour s'adapter. Ça, d'une part. Au-delà de la CDC en tant qu'institution, et personnellement, je suis très fière de cette institution-là et du rôle qu'elle est en train de jouer, malgré que c'est une institution extrêmement jeune. Elle n'a que 10 ans d'existence, mais aujourd'hui, c'est une institution et c'est un acteur incontournable dans l'économie tunisienne, dans le développement économique et social du pays. Moi, je reviens surtout à la transition numérique. On a fait des startups et de l'innovation un axe stratégique au niveau de la Caisse. On l'a fait aujourd'hui, ça se voit sur la partie start-up, mais on a beaucoup d'autres projets qui s'inscrivent dans cet esprit d'innovation. La CDC est actionnaire de 6 technopoles, parmi les technopoles en Tunisie, Novation City, Sidi Thabit, la biotech de Sidi Thabit, la technopole de Sfax, la technopole de la Polytech de Gabès, Bourg Sedria, et aujourd'hui on mène le projet de Manouba. Donc là, la partie innovation, c'est dans l'ADN de la Caisse et dans ses propres missions. Mais ce n'est pas suffisant. Moi je dis, si un pays et notre pays fera sa transition numérique, sa transition digitale, on a besoin de tout cet effort qui se fait sur l'innovation et les startups, mais on a besoin de plus. Moi, je vois des startups d'État, des startups qui résolvent des problèmes de transport, d'éducation, de santé, etc. Donc tout ce qui est service d'État. Je vois l'infrastructure numérique et digitale. Aujourd'hui, on en a besoin de faire beaucoup plus pour que chaque endroit de la Tunisie soit doté et faire de sorte qu'il y ait cette inclusion régionale, point de vue numérique et digital. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. La CDC en fait de la transition numérique et digitale une priorité, un axe stratégique, et avec nos partenaires avec qui on travaille, Smart Capital, l'API, nos partenaires bailleurs de fonds et agences de développement, on fait de sorte pour avancer dans ce sens-là. Merci. Merci à vous. Alors, 2 questions pour 2 intervenants qui restent. On n'a plus beaucoup de temps, mais alors comment développer, vous n'êtes pas obligé de prendre les 2, hein, comment développer
l'économie digitale aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui manque au financement spécifique aujourd'hui, selon vous, en tant qu'acteur, en tant qu'API ou en tant que GIZ? Vous avez cette vision macro de cet écosystème d'innovation. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui doit changer dans le financement de cet écosystème d'innovation? Alors, comme vous voulez. Allez-y, juste. Donc, moi, comme je dis déjà, en fait, il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut attendre si on parle économie numérique ou voilà, la digitalisation de dans l'économie. Moi, je pense qu'on doit avoir beaucoup plus de focus sur B2B et B2G. Donc, en fait, des solutions pour le secteur privé, des solutions pour le gouvernement, comme Mme Bostain a déjà dit. Côté, qu'est-ce qui manque mécanisme de financement? Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses en Tunisie déjà. En fait, quelquefois, on oublie parce que tout le monde demande plus l'argent, mais il y a pas mal d'argent. Comme GIZ, nous, on a un problème, nous sommes un bailleur de fonds. Donc, il y a toujours un peu cette idée, il y a un bailleur de fonds qui a assez d'argent. Donc, fournir-nous la technologie, fournir-nous l'expertise. Moi, je pense que c'est aussi un problème. Il faudrait avoir plutôt le smart money, donc l'argent intelligent, qui peut être utilisé et pérennisé d'une certaine manière. Donc, les subventions réimboursables ou transformer peut-être les dettes sur equity. Donc, tout ça, il faut tester beaucoup plus pour assurer, en fait, il y a une dynamique là et pas juste, voilà, une grande budget qui n'est pas vraiment utilisé dans une manière smart. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment transformer l'argent qui est déjà là dans une manière smart pour assurer une certaine dynamique et continuité. En fait, qu'est-ce qui manque? C'est un grand sujet. Le constat est là. Nous sommes tous unanimes que ce qui manque, c'est la création de richesses, la création d'emplois et le taux de croissance. Pour répondre ou résoudre tout ça, le financement est un axe primordial où on peut agir. Je pense que par le financement participatif à travers ces plateformes, peut jouer un rôle important dans le développement économique et dans la création de nouveaux projets innovants avec ce mode de financement innovant. Il y a aussi la transformation digitale des services de l'administration, des institutions intervenantes. C'est un axe où, je dirais, c'est un axe qui a été accéléré par la crise sanitaire dans plusieurs institutions. Et d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui à travers une plateforme. Ça a été développé par des Tunisiens. Nous participons à cet événement. C'est pas uniquement les présents, il y en a d'autres à travers tous les réseaux et partout, on les trouve partout. Au niveau de l'API aussi, on a été engagé dans la déclaration en ligne. Aujourd'hui, toutes les déclarations de projet sont 100% en ligne et ça a été accéléré aussi par la crise sanitaire. On travaille aujourd'hui avec les autres intervenants dans la chaîne de constitution pour rendre cette prestation 100% en ligne pour concurrencer les premiers pays classés dans le monde des affaires, Nouvelle-Zélande, Singapour et tous les pays Suède, etc. Tous ces pays-là qui ont des prestations 100% digitales et on peut constituer juridiquement notre entreprise dans 1 heure et sur le smartphone à travers l'ordinateur. Donc aussi, la transformation digitale doit être accélérée par toutes les composantes et toutes les administrations, tous les intervenants et aussi alléger les procédures, que ce soit de financement, les crédits. Aujourd'hui, le financement participatif, vous n'avez pas ni d'hypothèque, ni de garantie. La seule garantie, c'est la fiche projet. Donc votre projet est, disons, le garant de sa réussite et les bailleurs de fonds peuvent contribuer au financement de votre projet sans avoir recours ni à des hypothèques matérielles ni à quoi que ce soit. Donc le sujet mérite beaucoup plus d'attention particulière de la part de tout le monde et de tous les intervenants pour pouvoir contribuer à l'essor économique de notre cher pays.
Merci beaucoup, merci à vous, c'est Amor, merci à tous nos panélistes. Et on va changer, on va passer à la séquence suivante, mais on ne va pas aller très très loin parce que c'est une séquence qui va parler financement. Je vais vous demander de les applaudir. On remercie tous nos panélistes. Bravo.